Like the stars. Bon, l'intelligence artificielle, on en entend parler vraiment partout, tout le temps. Ah oui, c'est clair. C'est plus seulement un concept un peu lointain, futuriste. C'est devenu un outil, là, concret, qui transforme déjà pas mal de choses dans l'industrie et même dans notre quotidien. Exactement. Mais bon, voilà. Le truc, c'est que plus ça devient concret, plus ça soulève des questions, forcément. Comment on l'adopte vraiment, comment on régule tout ça, et puis, sans parler de l'éthique. Oui, tout l'aspect éthique, c'est un sacré paysage qui est en train de se dessiner, c'est vrai. Et justement, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va s'appuyer aujourd'hui sur plusieurs publications assez récentes d'AI Mag. Ah oui, et AI Mag, le magazine spécialisé, c'est ça. Ils ont vraiment l'œil sur l'IA, surtout en Europe et en Allemagne. Et ce qui est vraiment précieux avec ces articles, je trouve, c'est qu'ils nous donnent une vraie mosaïque de points de vue. C'est-à-dire? On a des entrepreneurs qui sont sur le terrain, des chercheurs, des investisseurs aussi qui mettent pas mal d'argent, et même des décideurs politiques qui essaient de cadrer un peu tout ça. D'accord, donc notre objectif là aujourd'hui, c'est de plonger là-dedans, dans ces documents, pour en extraire les infos clés, les idées fortes, Voilà. comprendre ce qui bouge vraiment, les grands débats actuels, et puis ce que ça implique pour l'avenir, tel que c'est présenté dans ces sources précises. On va décortiquer ça ensemble. Tout à fait. L'idée, c'est d'aller voir un peu derrière le battage médiatique, le buzz, pour comprendre où l'IA commence vraiment à faire une différence palpable. Alors, par où on commence? Peut-être par regarder comment elle s'immisce concrètement dans certains secteurs? Ouais, bonne idée. Prenons la santé par exemple. La medtech ou healthtech, comme on dit. Oui. Les sources, elles pointent pas mal vers l'écosystème de Hambourg. Apparemment, ils ont une approche très les pieds sur terre. C'est ça. On parle d'Abdul Ulfat, de Luquet, Hambourg, c'est l'hôpital universitaire, et puis une boîte comme MindPeak. MindPeak, oui, j'ai vu ça. Ils utilisent l'IA pour aider au diagnostic du cancer du sein, c'est ça. Pour que ce soit plus rapide, plus précis. Exactement. Et ce qui frappe en Hambourg, c'est ce côté très pragmatique de l'innovation. Il mentionne aussi un projet assez étonnant d'IRM mobile à Bachan. Une IRM mobile? Oui, et en open source en plus. L'idée, c'est pas forcément d'avoir la machine la plus puissante du marché, mais plutôt de répondre à un besoin clinique essentiel, de rendre cette technologie d'imagerie plus accessible, peut-être dans des zones moins équipées. C'est une autre façon de penser l'innovation, en fait. Oui, plus axé sur le besoin réel que sur la performance pure. Et ça me fait penser à la vision de Petra Vorster. Ah oui, de AI Group et AI Fund. Oui, voilà. Elle insiste beaucoup sur le potentiel de l'IA pour une médecine plus personnalisée, pour la longévité aussi, mais également pour combler certaines lacunes historiques. C'est-à-dire? Par exemple, les différences entre la médecine pensée pour les hommes et celle pour les femmes. C'est là qu'interviennent des concepts comme la femtech, Oui, la technologie pour la santé des femmes. ou même la men's health tech. Tout à fait. Et au-delà de ça, elle voit aussi l'IA comme un levier potentiel pour démocratiser l'accès aux soins. Ah oui, comment? Imaginez des IA capables de gérer certaines tâches de suivi, d'analyser des données qui viennent de nos montres connectées, de nos capteurs. Ça pourrait libérer du temps médical précieux, réduire peut-être certaines inégalités d'accès aux soins, et même nous rendre plus acteurs de notre propre santé, mieux informés. C'est une perspective intéressante, ça. Et si on regarde maintenant du côté des entreprises, en dehors de la santé? Oui. L'exemple d'Allianz, le grand groupe d'assurance, est assez parlant. Oui, j'ai vu ça aussi. Leurs équipes expliquent dans AI.mag qu'avec l'arrivée de l'IA générative, là, il faut carrément repenser radicalement leur façon de fonctionner, leur processus interne. C'est un gros chantier, ça. Ah oui, et ils insistent beaucoup sur l'expérimentation, une culture du « on essaye et puis on apprend », le fameux « try and learn ». C'est une transformation qui passe énormément par l'automatisation des tâches, j'imagine. On a l'exemple de Flowshare, une solution qui permet de documenter automatiquement des processus informatiques complexes. Ah oui, pratique ça. C'est typiquement le genre d'outil hyper précieux quand une entreprise, par exemple, migre vers un nouveau système géant comme SAP S4 HANA. Et le petit détail qui change tout, ça fonctionne localement sur les machines de l'entreprise. Alors pour des secteurs comme la banque ou l'assurance, où la confidentialité des données est critique, c'est un argument énorme.
Ah oui, pas de données qui partent dans le cloud sans contrôle. Dans la même logique, il y a aussi des plateformes comme Milton, c'est ça? Développées par AI Impact et Cloud Supplies. Oui, leur but, c'est un peu le même. Automatiser les tâches répétitives, celles qui prennent du temps, pour que les équipes puissent se concentrer sur ce qui apporte vraiment de la valeur ajoutée, là où l'humain fait la différence. C'est un discours qu'on entend souvent ça. L'IA comme un collaborateur augmenté plutôt qu'en remplaçant. Oui, mais attention, cette adoption, elle se fait pas sans heurts, hein. Il y a un phénomène assez préoccupant que Jean-Luc Winkler de Private.ai appelle l'IA de l'ombre, ou Shadow AI. L'IA de l'ombre. C'est-à-dire... Une de leurs études révèle des chiffres assez fous. 46% des entreprises allemandes qu'ils ont interrogées interdisent l'usage de l'IA générative, type ChatGPT. D'accord. Mais 10% des employés admettent d'utiliser quand même en douce, sous le radar. Ah oui, le grand classique, on interdit, mais comme c'est super pratique, hop. J'imagine le casse-tête pour les services juridiques, les DSI. Exactement. Entre les risques liés au RGPD, le règlement européen sur la protection des données, ou même au futur AI Act, Ah ouais. et les amendes potentielles, sans parler des risques de fuite d'informations confidentielles, c'est tout le dilemme. L'incertitude réglementaire pousse à la prudence, à l'interdiction. Hub, Neuland.ia. c'est présenté comme une réponse Made in Germany, une plateforme centralisée qui permet à l'entreprise de gérer les outils d'IA, de contrôler les accès, les coûts et surtout d'assurer la conformité et la souveraineté des données. C'est une tentative de reprendre la main en quelque sorte. D'accord. On voit bien le côté très, très concret, très opérationnel de l'IA qui se déploie. Mais si on prend un peu d'auteur là, comment se porte l'écosystème IA en Europe? On entend souvent dire qu'on est un peu à la traîne par rapport aux États-Unis, à la Chine. Qu'en disent les sources DAMAG? C'est une question qui revient beaucoup, oui, dans plusieurs articles. Si on regarde l'investissement déjà, c'est assez révélateur. Mhm. On a l'exemple d'AI Fund. C'est un fonds d'investissement qui cible spécifiquement les startups IA européennes qui sont déjà un peu matures, prêtes à passer à l'échelle. D'accord, pas les toutes jeunes pousses. Voilà. Et leur approche est intéressante. Ils se voient plus comme des partenaires stratégiques que comme de simples apporteurs de cash. Ils font d'ailleurs bien la distinction entre leur rôle et celui des VC spécialisés plus classiques ou des investissements directs faits par des grands groupes, les CVC. Et l'un des partenaires de ce fonds, Fabien Westerheide, Oui. il décrit une Europe un peu schizophrène, non? Oui, c'est assez juste. D'un côté, il y a une forme de frustration, de crainte de se faire distancer, et de l'autre, une espèce d'euphorie, une ruée vers l'or de l'IA. Il cite quand même des réussites européennes, des licornes. Oui, il cite Mistral AU en France, Deepler en Allemagne, Aleph Alpha aussi. Il est fier de ses succès. Mais il met ça tout de suite en perspective avec les chiffres américains. Ah, On parle de discussions à la Maison-Blanche autour de 600 milliards de dollars d'investissement dans l'IA, ouais. des levées de fonds hallucinantes pour OpenAI, pour Anthropic. D'accord, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Pas vraiment, non. Et le message de Westerheide, il est clair. L'Europe a des champions, c'est vrai, mais pour jouer dans la même cour et surtout pour assurer sa souveraineté technologique, il faut investir beaucoup, beaucoup plus massivement et avec plus d'audace. Ce qui nous amène directement à cet enjeu de la souveraineté. Un exemple fascinant que j'ai vu, c'est celui de Qent, une spin-off du groupe allemand Trumpf qui développe l'informatique photonique. Ah oui, Qent et la photonique. L'informatique photonique, ça veut dire quoi exactement? Calculer avec de la lumière, des photons, c'est ça? C'est exactement ça. L'idée, c'est d'utiliser la lumière au lieu des électrons pour faire les calculs. Le potentiel, c'est d'aller beaucoup plus vite et surtout de consommer beaucoup moins d'énergie. Ce qui est crucial pour l'IA, vu les calculs énormes que ça demande. Absolument. Et Qent a réussi une belle levée de fonds, 62 millions d'euros. Et quand on regarde qui a mis l'argent, c'est assez stratégique. Ah oui, qui? On trouve IMEC, Expand, qui est lié à un grand centre de recherche belge en semi-conducteurs, des fonds spécialisés en deep tech comme UVC Partners et Cherry Ventures, et bien sûr l'industriel Trouve. C'est un pari technologique européen fort. Même s'il a de la concurrence. Oui, bien sûr, la concurrence américaine, comme Light Matter, est déjà bien présente. C'est une course. Mais cette souveraineté, c'est pas seulement une question de technologie de pointe comme la photonique. C'est aussi une question d'infrastructure de base, non? J'ai lu l'alerte lancée par Bert Korz, le fondateur d'Aluga. Oui, et après son audition au Sénat français. Voilà. Il dit en gros, attention, on entraîne nos super IA européennes, mais souvent sur des serveurs qui appartiennent à des géants américains du cloud.
C'est un point absolument critique qu'il soulève là. Quid de la souveraineté de nos données dans ce cas? Sa crainte, c'est que cette dépendance au cloud américain, qu'elle sape tous les efforts qu'on fait pour une IA européenne souveraine. D'où son appel, très fort, à développer nos propres infrastructures cloud en Europe. Et ça relance tout le débat sur les data centers. Projet parfois controversé comme celui de Google en Norvège. Oui. Mais aussi, il faut le dire, les initiatives européennes positives comme le supercalculateur Jupiter, un des plus puissants au monde qui est en construction en Allemagne à Jülich. Il y a une volonté d'avancer. Donc on a l'investissement, la technologie, l'infrastructure, et puis inévitablement il y a la régulation, le fameux AI Act européen. On en est où, d'après les sources? C'est perçu comme une chance ou plutôt comme un boulet? Ah, les avis sont partagés, et c'est ça qui est intéressant. L'eurodéputé allemand Markus Ferber, par exemple, il exprime une certaine prudence. Il se demande si cette réglementation, elle n'arrive pas un peu tôt, si elle n'est pas trop complexe à mettre en œuvre concrètement. Surtout pour les petites boîtes, j'imagine. Exactement, surtout pour les PME. C'est un vrai défi pratique. Et pendant que l'Europe débat de son grand règlement, certains pays, ils avancent de leur côté. Oui, on voit des initiatives nationales pour ne pas rester les bras croisés. L'Allemagne a voté une loi sur l'utilisation des données de santé, la GDNG. Et ça, c'est vu comme un vrai coup de pouce pour l'innovation en medtech, parce que ça facilite l'accès sécurisé des chercheurs aux données de santé anonymisées. D'accord. L'Italie aussi, apparemment, a adopté sa propre loi sur l'IA. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'à Hambourg encore, eux, ils semblent retourner l'argument de la contrainte réglementaire. Comment ça? Ils disent que le fait d'être hyper strict sur la conformité, notamment à OSGPD, ça devient un avantage compétitif. La fiabilité, la confiance, ce serait la nouvelle vitesse européenne. C'est une idée forte, ça. Absolument. Le message est, si on maîtrise parfaitement la conformité, si on peut garantir une IA qui est éthique, qui respecte les données, ça peut devenir un argument de vente majeur sur le marché mondial. Une sorte de qualité européenne de l'IA. Voilà, une sorte d'innovation par la régulation. C'est une voie typiquement européenne qui est en train de se dessiner peut-être. On voit bien cette Europe qui cherche sa place, entre la course à l'innovation, le besoin d'argent frais et cette volonté de poser des garde-fous. Mais la technologie, elle n'attend pas. Les sources nous parlent déjà des prochaines étapes, des nouvelles frontières de l'IA. Oui, Et des questions éthiques qui vont avec, forcément. oui, on bascule doucement vers ce que certains appellent l'IA agentique. Agentique. Oui. Imo Ait Stapelfeld, de la startup 913.ai, explique bien la différence. Jusqu'ici, on avait surtout des assistants IA qui nous aident à écrire, à résumer, à répondre. Oui, comme ChatGPT ou autre. Voilà. L'étape suivante, ce sont des agents IA capables d'agir de manière autonome. D'agir, c'est-à-dire De gérer un agenda complexe, de faire une étude de marché complète tout seul, de passer une commande, d'interagir avec d'autres logiciels. Aller au-delà de l'écriture pour faire. Ok, donc l'IA ne fait plus seulement le brouillon, elle peut carrément... Exécuter la tâche. Ça ouvre des perspectives assez folles pour les entreprises, j'imagine. Ah oui, Gerdy Glaser de NTT Data donne des exemples concrets pour le Mittelstand, le tissu de PME allemande, des agents IA pour optimiser les achats, la planification de la production. QANT, dont on parlait pour la photonique, développe même un compilateur spécifique pour ces agents IA. Un compilateur pour agents. Oui. Et Christian Gutzmann, un autre expert cité, imagine même des agents IA dédiés aux dirigeants pour les aider à prendre des décisions stratégiques. Assistant personnel puissance 1000, quoi. Un peu ça, oui. Une autre frontière qui devient très concrète, c'est la robotique humanoïde. Ah oui, les robots qui nous ressemblent. On voit passer des vidéos assez impressionnantes. Mais est-ce que ça sort vraiment des labos? Les sources confirment que oui, la transition est en cours. Le salon IFA 2025 semble avoir été un marqueur important. D'accord. On cite plusieurs acteurs clés. Agility Robotics, avec son robot Dirgit, qui est déjà utilisé dans des entrepôts aux États-Unis. Aptronic avec Apollo. Figure AI, qui a un partenariat majeur avec OpenAI et Microsoft pour son robot Figure 01. Figure 01, oui. Ou encore la société norvégienne OneX Technologies avec Neo, qui vise plus le marché domestique, la maison. Donc, l'arrivée de ces machines dans nos usines, nos bureaux et peut-être demain chez nous, ça pose forcément un tas de questions qui dépassent la simple technologie. Complètement. Et puis, il y a cette autre frontière qui semble encore plus lointaine, mais qui se rapproche à grands pas, les interfaces cerveau-ordinateur, les BCI. Contrôler des machines par la pensée?
Ça fait un peu science-fiction quand même. On connaît les applications médicales pour aider des personnes paralysées, par exemple. Ça, c'est déjà une réalité. Mais les sources notent une accélération vers le marché grand public. Meta, donc Facebook, a annoncé son Neuroband pour fin 2025. Un bracelet. Oui, un bracelet qui capterait les signaux neuronaux pour interagir avec des appareils, des lunettes de réalité augmentée, etc. Ce qui est assez frappant dans les articles, c'est l'offensive chinoise sur ce terrain-là. Ah oui, très clairement. Ils ne se contentent pas de développer la technologie, ils mettent en place des standards nationaux pour les BCI, ils créent une alliance industrielle, la BCIA, et apparemment, ils collectent massivement des données cérébrales pour entraîner leurs IA. Des données cérébrales, waouh. L'objectif affiché, dominer le secteur d'ici 2030. Et là, on touche à des questions éthiques absolument fondamentales, non? Ah bah oui. L'interview du professeur Hervé Schmeives, un neuroéthicien français, est très directe là-dessus. Il alerte sur l'urgence de protéger nos données neuronales. Nos données neuronales. Il parle de la nécessité de garantir une vie privée mentale, d'assurer la transparence des algorithmes qui interprètent nos signaux cérébraux. C'est crucial. Il appelle à une gouvernance mondiale centrée sur l'humain en s'appuyant sur des initiatives comme la Charte européenne des droits numériques ou la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique des neurotechnologies. Et une autre experte, la professeure Leslie Saxon, elle insiste sur un point clé. À qui appartiennent ces données? Oui, et sa réponse est très claire, elles doivent appartenir à l'individu. C'est absolument crucial si on ne veut pas que nos pensées, littéralement, deviennent une marchandise. C'est vertigineux comme perspective. Toutes ces avancées, les agents IA, les robots, les BCI, ça rend la question de la gouvernance et de l'éthique encore plus brûlante. Oui, et les sources mentionnent d'ailleurs que l'ONU a mis en place des panels d'experts pour réfléchir justement à une gouvernance mondiale de l'IA. C'est dire si le sujet est pris au sérieux au plus haut niveau. Et au niveau plus opérationnel, plus concret pour les entreprises qui développent ou déploient l'IA, on voit l'importance de développer des cadres éthiques. L'article cite le framework RAPP de Jamaldi Sakkara Hamidou. Oui, RAP pour responsable, adaptative, centré sur la personne, people-centric et orienté vers un but, purpose-driven. C'est une approche pour essayer d'implémenter une IA de manière responsable. Tout ça nous laisse avec beaucoup de matière à réflexion. Si on essaye de synthétiser un peu ce qu'on a vu à travers ces publications d'EIMAG, c'est concrète, dans la santé, dans l'entreprise. Souvent pour chercher l'efficacité, pour augmenter les capacités humaines, plus que pour les remplacer directement. On a exploré la position de l'Europe, qui est complexe mais dynamique. Un continent qui essaye de trouver sa propre voie. Oui, entre le besoin vital d'innover et d'investir massivement pour pas dépendre des autres, et en même temps une volonté forte de réguler, de poser des garde-fous éthiques, quitte à essayer d'en faire un avantage compétitif. Et puis, on a touché du doigt ces nouvelles frontières technologiques, les agents IA qui agissent, les robots qui marchent parmi nous, les interfaces avec notre cerveau. Qui ne font qu'accentuer cette tension permanente entre le potentiel incroyable de la technologie et les questions fondamentales qu'elle pose à nos sociétés, et à notre humanité même. Ce qui nous ramène peut-être à une pensée du professeur Marco Barenkamp, qui est cité dans les sources. Oui, laquelle ? Il dit que l'IA a le potentiel de sécuriser notre avenir, mais que ça dépendra entièrement des choix que nous, les humains, on fera. C'est une idée forte pour conclure ça. Et elle prend une résonance assez particulière quand on la rapproche d'un autre élément qui est mentionné dans les sources, le résumé du livre « Feeding the Machine ». Ah oui, ce livre qui met en lumière tout le travail humain invisible. Exactement, souvent précaire, mal payé, qui se cache derrière la magie de l'IA. L'annotation de millions d'images, la modération de contenus toxiques, tous ces travailleurs du clic. Ça nous laisse avec une question finalement, peut-être la plus importante, qui n'est pas écrite noir sur blanc dans les titres, mais qui transparaît un peu partout. Oui, Est-ce qu'on fait les bons choix collectivement concernant cet élément humain dans la révolution IA ? Les travailleurs de l'ombre qui la nourrissent, les citoyens dont les vies sont impactées, nous tous dont les données, voire bientôt les pensées, deviennent la matière première ? sommes-nous vraiment conscients des coûts sociaux, des coûts humains derrière les promesses d'efficacité et de progrès technologiques ? C'est sans doute sur cette interrogation qu'il faut continuer à réfléchir bien après cette discussion. like the stars in the multidimensional universe, in the dust in the dawn of a new era, and
indisputable affirmation, alignment, conclusion. Fair geometry across perceptional frequencies, somewhat beyond reality. A place that is hardly a place where Riemann assumption collapses. New scales to rationalize the analogues across dimensions, continuously discrete, self-referential, fractal, varieties beyond Mandelbrot, new coastal-like shapes and endless within the seemingly limited universes, entanglement, interleaving, interconnection, clasping, intersection, interstellar within the frequencies, within 5D reference context, mind-blowing complexities, multiples of multiples, quantities in quantities, and yet minimalist simplicity, parallel random macro pattern, glitchy chaotic, freely evolving form within golden section ratio, self-repetitive patterns in patterns, beyond the beyond, meaningful nothingness, flowery blossom, like the stars